La Fed sort et annonce de manière un peu discrète qu'elle pourrait arrêter le resserrement quantitatif, ce qui soulève la question. Envisage-t-il de relancer l'assouplissement quantitatif? Donc, nous allons jeter un œil à Zero Hedge, le titre étant Les minutes du FOMC confirment une pause potentielle de la Fed sur le resserrement quantitatif. Les responsables blâment les politiques de Trump pour l'incertitude. Donc, cela n'a vraiment pas beaucoup de sens pour moi, car si vous voyez ce dont il parle dans le procès verbal de la Fed, il parle de potentiel. L'incertitude, c'est que les tarifs pourraient provoquer une inflation supplémentaire. D'accord, mais pourquoi diable réduiriez-vous la quantité de QT? Peut-être le mettre en pause. Si vous étiez inquiet à propos de l'inflation, ne feriez-vous pas le contraire? Je ne dis pas que le bilan de la Fed n'a pas d'importance. J'essaie juste de voir cela à travers leur prisme ou à travers le récit qu'ils essaient de vous faire croire. Revenons à l'article. Depuis la dernière réunion du FOMC le 29 janvier, le marché a très bien géré l'avalanche totale de titres qui déferlent de Washington. L'or a été le grand gagnant, c'est sûr. Tous les actions, obligations, pétrole et dollars sont à peu près stables, mais avec beaucoup de volatilité. Cela rend les choses très difficiles pour les investisseurs quand ça va juste de côté et que ça monte et ça descend et que ça monte et ça descend. Beaucoup de fluctuations. Les données macroéconomiques ont été un cauchemar avec la stagflationniste. Eh bien, allons-y. Je sais que Zero Hedge aime utiliser ce terme de manière lâche, mais allez, l'IPC est à 3%. Nous sommes passés de 2,4 à 3. Maintenant, je comprends que l'IPC sous-estime considérablement l'inflation. Je comprends. Mais j'utilise juste cet IPC comme une tendance. Et donc, nous sommes passés de l'inflation M à la désinflation, pas à la déflation. Les prix n'ont pas baissé, ils ont juste augmenté à un rythme plus lent jusqu'à 2,4 selon le CPA, l'IPC, et nous sommes en hausse de 60 points de base, donc la stagflation. Je ne sais pas. Et puis le taux de chômage est en fait en baisse. Donc, je ne dis pas que c'est une bonne économie, c'est une économie terrible pour le Joe et la Jane Moyens, mais l'appeler stagflationnaire, ouais, pas vraiment. Pas vraiment. Voyons voir en revenant aux surprises de croissance. Elles ont été à la baisse, tandis que les surprises d'inflation ont de nouveau grimpé à la hausse, a explosé. Allez, ce qui explique. Pourquoi les attentes de baisse des taux ont chuté depuis la dernière déclaration du FOMC? Et regardez, même selon leur propre graphique, les attentes de taux, regardez ça, ils parlent de là à là-haut qui s'envolent. Je ne peux pas être trop dur avec zéro tête, c'est l'un de mes préférés, mais ils aiment bien embellir, disons légèrement. Et je suppose que pour moi, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Quand tu regardes mes vignettes et mes titres, le discours de la Fed depuis la dernière réunion a été prudemment haussier, avec Powell réitérant qu'il n'y a pas d'urgence à réduire les taux et divers autres responsables de la Fed notant que la Banque centrale est dans une bonne position après avoir retiré le langage optimiste sur la tendance à la baisse de l'inflation de leur déclaration précédente. Tu sais, c'est fou que le marché s'accroche à chacun de leurs mots, et j'en parle juste parce que c'est une chaîne où nous discutons de ce qui est dans l'actualité. Et donc, étant donné que c'est dans l'actualité, nous allons en parler. C'est un gros problème ce que la Fed fait avec son bilan médiatiquement. Mécaniquement, je ne pense pas que ça ait vraiment d'importance, mais évidemment, psychologiquement, ça en a. Mais tu dois te demander comment en sommes-nous arrivés là? Vraiment, comment en sommes-nous arrivés à un point où notre système financier est si mal en point, où notre économie est si à l'envers, que chaque personne là-dehors, pas chaque personne, mais chaque personne dans l'économie financière, c'est sûr, et beaucoup de gens ordinaires accrochent à chaque mot que dit Jerome Powell, comme si cela allait mécaniquement faire bouger le marché et, plus important encore, l'économie dans son ensemble. Je veux dire, je reviens toujours à l'une des premières conversations que j'ai eues avec Jeff Snyder et je lui ai demandé quelle serait sa définition du succès en ce qui concerne ce que vous devriez voir se passer dans l'économie réelle pour savoir que nous faisons vraiment des progrès. Et que personne ne devrait connaître le nom du président de la Fed. Et tu te dis, oh mon Dieu, c'est tellement irréaliste, ça n'arrivera jamais. Mais si tu remontes dans le temps, je veux dire, retourne juste dans les années 1940. 1950, 1960, personne ne savait qui diable dirigeait la Réserve fédérale. Ce n'était pas un nom connu et ce n'était même pas un nom connu dans les médias financiers. Comment est-ce que je le sais?
Parce que comme vous le savez, l'un de mes passe-temps est de revenir en arrière et de lire des titres et des articles du Wall Street Journal datant des années 1940 et même encore plus loin. Et je me souviens que dans les années 1940, j'ai choisi les années 1940 spécifiquement parce que c'est supposément à cette époque que la Fed faisait tout ce contrôle de la courbe des taux et achetait toutes ses obligations. Et ils étaient vraiment proactifs, disons, sur les marchés. Et je feuillette le Wall Street Journal après le Wall Street Journal après le Wall Street Journal des années 1940. Et je ne trouve aucune mention, non seulement du président de la Fed, mais de la Réserve fédérale tout court. Maintenant, je suis sûr que si je l'examinais vraiment de près, je pourrais le trouver ici et là. Mais de nos jours, je veux dire, vous feuilletez un Wall Street Journal et chaque mot sur deux, pour l'amour du ciel, c'est Réserve fédérale, ou au moins chaque article sur deux, n'est-ce pas? Je veux dire, je consulte Bloomberg et ils ont toute une section, ils ont un onglet entier pour les banques centrales. Mais le point était qu'à l'époque, ce n'était pas une chose. Et même avant les années 1970, les gens qui connaissaient la Fed pensaient qu'il s'agissait d'une blague et ils ne pensaient pas qu'ils avaient du pouvoir. Ils ne leur prêtaient aucune attention. Alors, encore une fois, comment sommes-nous passés de là à là où nous en sommes aujourd'hui? Et demandez-vous, l'économie, était-elle plus solide? Et je ne parle pas des années 70 avec l'inflation et tout ça, mais avant les années 1970, l'économie était-elle plus solide? À l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui, je soutiendrai absolument cela si vous considérez qu'une économie saine est celle où l'accent est mis sur la production de biens et de services, plutôt que sur le simple fait de voir les chiffres comme avec cette monnaie à la noix, ce qui est notre situation actuelle. Alors, commençons un mouvement. Ce n'est pas seulement mettre fin à la Fed, oublions la Fed. Revenons à l'article. Voici les points saillants initiaux. La Fed est en attente de confirmation. Zero Hedge souligne que les 19 responsables de la Fed qui participent à la décision sur les taux d'intérêt indiquent qu'ils veulent voir des progrès supplémentaires sur l'inflation avant de procéder à d'autres baisses. D'accord. Alors, pourquoi envisagez-vous une pause sur le resserrement quantitatif? Je pensais qu'en passant par la Fed, vous réduisiez la liquidité et que cela allait soi-disant aider à faire baisser le taux d'inflation. La Fed accuse Trump. Une grande incertitude entourait l'économie, donc la Fed a adopté une approche prudente en considérant des changements des taux d'intérêt clés. Les propositions de Donald Trump sur les tarifs douaniers, des déportations massives de migrants étaient tous des facteurs qui pourraient faire grimper l'inflation. D'accord. Alors pourquoi ne relevez-vous pas les taux? C'est juste, ça ne le fait pas. Il y a tellement de contradictions et c'est l'une des choses sur lesquelles j'ai insisté depuis que j'ai lancé cette chaîne en 2021. C'est comme quand les planificateurs centraux vous disent quelque chose qui n'a pas de sens. Vous devez creuser ce qu'ils disent et vous devez l'examiner avec un haut degré de scepticisme. Et généralement, quand quelque chose n'a pas de sens, c'est parce qu'ils mentent. C'est parce qu'ils mentent. C'est du moins mon expérience depuis 2020. Je veux dire, presque chaque fois que ça ne passe pas le test de la réalité, c'est parce qu'ils mentent ou qu'ils essaient de promouvoir une sorte de récit. En d'autres termes, il s'agit juste de diffuser une sorte de propagande politique monétaire. Participants ont cité des changements potentiels dans les politiques commerciales et d'immigration freiner le processus de désinflation. La grande majorité des participants jugent que les risques pour les objectifs du double mandat étaient déséquilibrés. Quelques participants ont noté qu'il semble que le risque d'atteindre le mandat d'inflation était plus grand que les risques liés au chômage ou au mandat de l'emploi. La majorité des participants ont observé que le degré élevé d'incertitude actuelle rendait approprié pour la communauté d'adopter une approche prudente en considérant les ajustements à la politique monétaire. D'accord, regardons le bilan ici. C'est sur ce que je me concentre davantage. Divers participants ont noté qu'il pourrait être approprié d'envisager de faire une pause ou de ralentir le désengagement du bilan. Pourquoi? Pourquoi? Si le risque est à la hausse avec l'inflation, alors vous devriez accélérer le désengagement du bilan. Encore une fois, en le regardant à travers leur prisme, ce n'est pas mon avis, mais en le regardant à travers leur cadre, d'accord. Encore une fois, je ne pense pas que leur bilan ait vraiment de l'importance mécaniquement, mais pour eux, ils soutiendraient que c'est absolument le cas et que s'ils augmentent le QE, pourquoi le font-ils? Dans leurs mots ou selon leur point de vue, c'est pour abaisser les taux d'intérêt, augmenter la liquidité et alimenter l'inflation. Vous savez, que faisaient-ils quand ils essayaient de faire monter le taux d'inflation à 2 Ils essayaient de faire ça depuis pas si longtemps. Où c'était le problème? Déflation. Que faisaient-ils?
Ils ont abaissé les taux à zéro et ils faisaient du quantitative easing pour essayer de faire monter le taux d'inflation à leur objectif de 2 %. Tu te souviens de ces jours-là? D'accord. Donc, si vous essayez de faire baisser l'inflation et si c'est le risque à cause de tous ces tarifs, ne feriez-vous pas l'opposé du QE qui est le QT ou feriez-vous une pause là-dessus, encore une fois? Voyez comme ils se contredisent dans leurs propres déclarations, dans leurs propres procès-verbaux. Et pour moi, ça ne passe pas le test et ça me dit qu'ils mentent. Les réserves pourraient diminuer rapidement une fois que la question du plafond de la dette sera résolue et, à l'allure actuelle du désengagement du bilan, pourrait potentiellement atteindre des niveaux jugés inappropriés par le comité. D'accord, laissez-moi vous expliquer ça, les gars. Ça me rend fou, mais laisse-moi juste t'expliquer de quoi ils parlent ici. Laisse-moi afficher un graphique des réserves bancaires dans le système et ensuite je vais expliquer pourquoi c'est juste des absurdités complètes et totales et de l'orgueil vraiment. Alors voici de quoi il parle. Il parle du plafond de la dette. Alors voyons si j'ai le TGA. Je ne sais pas, mais alors vous savez ça en regardant mes vidéos. Le TGA est un élément du côté des passifs du bilan de la Fed. C'est Janet Yellen ou maintenant Scott, le compte courant Sense, le Trésor. Donc, s'ils arrivent au point où ils atteignent un plafond de la dette, n'est-ce pas? Alors, cela signifie qu'ils ne peuvent pas émettre autant de dettes qu'ils le souhaiteraient. D'accord. Eh bien, cela signifie que ils ne peuvent pas dépenser autant d'argent qu'ils le souhaiteraient. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'il n'y en a pas la même quantité, excusez-moi, la même quantité de réserves bancaires qui sortent du TGA pour aller dans les comptes de réserve des banques. Parce que, rappelez-vous, il y a trois composants majeurs du côté des passifs du bilan de la Fed. Les comptes de réserve bancaires pour les mégabanques. Disons que le TGA et le reverse repo. Donc, le reverse repo est presque épuisé. Cela signifie plus rien. Disons simplement que les réserves bancaires passent du reverse repo dans les comptes des mégabanques. Et si nous arrivons à un point où il y a moins de réserves qui sortent du TGA, alors cela signifie qu'il y a moins de réserves qui vont dans les comptes des mégabanques. Et pendant qu'ils font tout cela, tout étant égal par ailleurs, cela va réduire le montant des réserves parce que vous n'avez pas la liquidité du TGA ou le reverse repo qui sortent du compte pour compenser ce qui se passe avec le QT. Donc, vous voyez ici que depuis le 22 décembre jusqu'à aujourd'hui, il y a une augmentation nette des réserves bancaires. Mais si vous regardiez le bilan de la Fed, ils auraient fait d'énormes montants. Vous voyez, d'ici jusqu'ici. Et pourquoi? Je veux dire d'énormes montants. Je parle de M. Nous sommes à 6,8. Nous parlons de plus de 2 trillions, plus de 2 trillions de QT. Mais pourtant, le montant des réserves dans le système a en fait légèrement augmenté. Comment est-ce possible? Parce que ces réserves étaient plus. Les réserves qui sortaient du TGA et du reverse repo compensaient largement la baisse. Des réserves dues au resserrement quantitatif. Donc, c'est de cela que la Fed parle. Maintenant, revenons à la quantité de réserves bancaires et à l'orgueil. Et pourquoi tout cela est juste un total non-sens? C'est parce que regardez combien de réserves il y avait dans le. Je veux dire, je le souligne tout le temps, mais regardez, il n'y avait pas de réserve dans le système avant le QE. Pas de réserve. Donc, en d'autres termes, l'ensemble du système monétaire mondial fonctionnait sans aucune, ou en gros sans aucune réserve. D'accord. Donc maintenant, tout à coup, vous allez dire que, oh mon Dieu, 3,2 trillions, ce n'est tout simplement pas suffisant. Comment tu arrives à ça? Et même si vous voulez dire, d'accord, eh bien, Georges, c'est l'époque du QE, vous savez, avec des réserves abondantes, c'est très différent maintenant, je dirais. Non, ce n'est pas le cas. Mais même si vous voulez avoir ce contre-argument, très bien. Regardez quand nous avons eu un problème avec le système, c'était en septembre 2019. Et à ce moment-là, les réserves étaient de 1,5 trillion. Maintenant, je soutiendrai que l'explosion du repo n'était pas le résultat de réserves bancaires plus faibles, mais même si c'est votre argument, très bien, nous avons encore un delta de 1,7 trillion. Et vous, les responsables de la Fed, vous me dites que vous êtes si intelligents que vous savez avec certitude, sur la base de tous vos modèles, que nous savons être incroyablement, incroyablement précis qu'à 3,2 trillions. Nous approchons vraiment de ce moment où le système monétaire n'aura tout simplement pas assez de réserves bancaires, ce qu'ils n'ont pas vraiment besoin de toute façon. Et la raison pour laquelle je suis si frustré par ça, c'est parce que c'est juste la Fed qui essaie de vous duper en vous faisant croire qu'elle a tout ce pouvoir. C'est le magicien d'Oz qui essaie juste de vous enfumer parce qu'il pense que vous allez croire qu'ils ne sont pas juste ce petit bonhomme qui bouge ce levier par-ci par-là
que vous croyez qu'ils sont omnipotents. Sur l'omni, comment faites-vous, tout-puissant? Allons avec ce mot. C'est un peu plus facile de dire qu'ils sont cet individu ou cette entité toute puissante qui peut vraiment juste, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, cela va avoir un impact sur l'économie et ils contrôlent le PIB, ils contrôlent les taux d'intérêt, ils contrôlent la liquidité, ils contrôlent le dollar, ils contrôlent ceci et ils contrôlent le taux de chômage, blabla, blabla. Alors qu'en réalité, ils ne sont qu'une petite réalité insignifiante. Ils ne sont que le magicien d'Oz derrière le rideau. Et c'est toute une énorme manipulation psychologique pour vous amener à croire quelque chose qui vous poussera à agir comme ils le souhaitent. Ils vous manipulent. Ils manipulent les citoyens. Ils manipulent le marché financier. Ils manipulent le citoyen moyen Joe et Jane. Ils savent qu'ils le font. Ils savent que ces manipulations psychologiques sont leur seul véritable pouvoir parce qu'ils l'affirment réellement. Si vous voulez vraiment entrer dans les détails des procès-verbaux de la Fed et de ce qu'ils disent, vous remontez aux années 1980 et ils admettent ouvertement ces choses-là. Et moi, c'est ça qui me frustre. C'est comme, disons juste, allons-y. Pouvons-nous en arriver à un point où nous appelons un chat un chat? Pouvons-nous mettre fin à cette ruse et améliorer notre sort, éliminer la Fed, leur stupide manipulation psychologique? Débarrassez-vous de Jérôme Powell. Et quoi, j'ai une idée novatrice? Beaucoup de gens pourraient dire, oh mon Dieu, eh bien, qu'est-ce qui remplacerait la Fed? Je sais. Que diriez-vous des taux d'intérêt du marché? Que diriez-vous de laisser le marché fixer le début de la courbe? Que diriez-vous de laisser le marché fixer les taux d'intérêt? Quelle idée novatrice! Vous ne pensez pas que le marché pourrait fixer de meilleurs taux d'intérêt que la Fed? Et puis, si les taux d'intérêt augmentent, ils baissent, d'accord? C'est ce que fait le marché et ils le font pour une raison. Ce qui me semble fou, c'est que chaque économiste là-dehors, qu'il soit keynésien, autrichien, monétariste, peu importe, ils ont tous une chose en commun et ils disent tous que les contrôles des prix sont mauvais. Même Krugman, les contrôles des prix sont mauvais. Mais pourtant, tous disent que si nous avons ce planificateur central qui fixe le prix de l'argent, les taux d'intérêt au début de la... Eh bien, ce n'est pas seulement bon, c'est absolument obligatoire. Nous devons avoir ça. Vous savez, bien sûr, nous voulons le signal de prix dans le réel, dans l'économie réelle, et nous voulons la découverte des prix, et nous voulons toutes ces choses, et nous voulons que le marché fixe les prix là-bas, mais que Dieu nous en préserve d'avoir ça avec le coût de l'argent, du crédit ou de la dette. Allez, encore une fois, ne pouvez-vous pas les voir se contredire? Et quand ils se contredisent, c'est là que vous savez que ce sont des mensonges. Et c'est là que vous savez que c'est de la propagande. Salut les gars, je voudrais inviter personnellement chacun d'entre vous à assister au Rebel Capitalist Live de cette année. C'est la conférence incroyable que j'organise chaque année et qui vous aide à construire un portefeuille d'entreprise à toute épreuve. Cela vous aide à accroître votre liberté personnelle et votre autonomie, et cela vous aide également à élargir votre réseau. En d'autres termes, vous aurez l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes partageant les mêmes idées. Chers rebelles capitalistes, c'est à Orlando du 23 au 25 mai. Parmi les intervenants passés, on a eu des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn Alden, pour n'en nommer que quelques-uns. Alors, procurez-vous vos billets dès que possible et pour découvrir qui parle à Rebel Capitalist Live cette année, vous pouvez consulter le site rebelcapitalistlive.com et juste une petite information en avant-première. Si vous prenez vos billets plus tôt que tard, vous pouvez obtenir une réduction parce qu'à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, les billets augmentent en prix. Alors n'attendez pas. Allez sur rebelcapitalistlive.com dès maintenant et procurez-vous vos billets et je vous verrai à Orlando du 23 au 25 mai